Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro d'International sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde, émission préparée et conduite en liaison avec le quotidien français Le Monde. Et si nous parlions aujourd'hui d'un pays divisé, déchiré, au bord de la guerre civile, peut-être que spontanément, vous diriez que nous allons évoquer l'Ukraine. Eh bien, pas du tout. Nous avons choisi de revenir sur un pays qui a connu cette situation, qui tente de la surmonter. Il s'agit d'un géant d'Afrique, il s'agit de la Côte d'Ivoire. On se souvient des élections voici 4 ans, entre le camp Ouattara et l'ancien président Gbagbo. On se souvient des troubles post-électoraux, quelques 3000 morts, et d'un pays qui, d'une certaine façon, tente une réconciliation ou tarde à connaître une paix civile. Alors nous avons invité sur le plateau d'International aujourd'hui Gnénéma Coulibaly. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le ministre ivoirien en charge de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Nous parlons donc de ce pays qui a été déchiré, qui a connu ces troubles, qui est aujourd'hui dans un contexte de justice. On en parlera avec la Cour pénale internationale ou chez vous. Diriez-vous que cette réconciliation à long terme est à l'œuvre, est en train de se réaliser du fait qu'on ne parle plus guère de votre pays? Oui, merci. Bonjour aux téléspectateurs de TV5 Monde et aux auditeurs de RFI. Oui, je pense que nous sommes sur le bon chemin, nous sommes sur la bonne voie. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays où on peut aller et venir en paix et où on constate que les populations commencent à tourner le dos à cette situation qu'a été la crise. Aujourd'hui, le gouvernement s'emploie à donner espoir aux Ivoiriens et surtout à penser les plaies de la crise que nous avons connue. Alors peut-être va-t-on remettre en contexte avec ces images et ce rappel de ce qui s'est passé lors de ces élections voici 4 ans. Tout commence en novembre 2010, au deuxième tour de la présidentielle, qui oppose alors le président sortant Laurent Gbagbo, après plus de 10 ans de crise meurtrière, au candidat Ouattara. Alors que les hommes de la commission électorale indépendante tentent d'annoncer la victoire de l'opposant, en direct, devant toutes les caméras, des représentants du régime s'interposent. Il faut laisser ça là. Il faut laisser ça. Alassane Ouattara se proclame alors président. Je suis le vainqueur de l'élection présidentielle. Laurent Gbagbo s'oppose, lui, en victime. Il s'agit d'une tentative de coup d'État menée sous la bannière de la communauté internationale. La rupture est alors consommée entre les deux hommes, mais Alassane Ouattara a un petit avantage de taille. Il est soutenu par Paris. Une opération militaire commence. Quelques mois plus tard, après une résistance acharnée de ses troupes d'élite, Laurent Gbagbo et ses proches, reclus dans le bunker de sa résidence présidentielle, sont finalement arrêtés. Laurent Gbagbo, le dictateur, et son épouse viennent d'être arrêtés. Les premières images montrent l'ancien homme fort d'Abidjan, celui qui défiait la France, humilié au pied de son lit, à peine vêtu, transpirant, visiblement apeuré. Pas très loin, l'ex-première dame, Simone Gbagbo, est en état de choc. Laurent Gbagbo, comme son ancien bras droit, Charles Blé Goudé, ont depuis été transférés à La Haye. Ils sont accusés par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité. En attendant des procès maintes fois reportés, leurs partisans réclament leur retour en Côte d'Ivoire. Ils dénoncent à La Haye comme à Abidjan une justice à 2 vitesses à l'heure de juger les exactions commises par l'un ou l'autre camp pendant la crise. 3 ans après la chute de Laurent Gbagbo, la tension est toujours vive en Côte d'Ivoire et fait craindre le pire alors que les prochaines élections présidentielles sont prévues dans un peu plus d'1 an. Voilà, beaucoup de questions à vous poser avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale, et Cyril Ben-Simon du quotidien Le Monde. Peut-être globalement, avant que vous ne répondiez à nos questions, le sentiment qu'on a, c'est que le clan qui a perdu, le clan Gbagbo, répond devant la justice et les partisans du président élu, Ouattara, bénéficient d'une forme d'impunité. Alors, question qui vous sera posée, que nous allons détailler, est-ce qu'une justice des vainqueurs est à l'œuvre actuellement en Côte d'Ivoire ? Non, il n'y a pas de justice de vainqueur à l'œuvre en Côte d'Ivoire actuellement. Le président de la République a indiqué lors de son intervention au cours de son investiture qu'il luttera farouchement contre l'impunité. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. Il se trouve simplement que votre sentiment, je dirais, peut-être anticipé ou prématuré, dans la mesure où nous n'avons pas encore achevé
les investigations. Aujourd'hui, les investigations sont en cours. Il peut se trouver qu'il y ait plus de charges en l'état à l'encontre de quelques-uns que d'autres qui sont déjà... C'est un peu vague, ça. Les uns, les autres, quelques-uns. En clair, personne dans le clan du président Ouattara n'a été déféré devant la justice. Pourtant, des crimes ont eu lieu. Oui, mais déféré devant la justice, je suppose que vous ne voulez pas dire mis en arrestation, mais ils sont devant la justice, ils sont poursuivis. Il y en a qui donc, certainement, au bout du processus, se retrouveront traduits devant les juges pour être jugés, tout comme ceux qui sont présentement, pour les uns en arrestation, pour les autres en liberté provisoire. Certains seront certainement conduits devant les juges pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Donc, à l'État, on ne peut pas encore faire un jugement quantitatif ou qualitatif des poursuites qui sont en cours. Sophie Malibaud. Mais parmi les hauts responsables des forces nouvelles et les commandants de zone, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans les instances les plus élevées des forces de l'ordre et de sécurité. C'est ce que reprochent beaucoup d'opposants et d'observateurs au régime en place, c'est de faire la part belle à des gens qui ont peut-être du sang sur les mains, ont peut-être ordonné de façon... Ce que vous appelez ces forces nouvelles, ce sont ces forces qui ont soutenu effectivement Alassane Ouattara. Non, comme en France, en Côte d'Ivoire, le principe de base, c'est le principe de la présomption d'innocence. Écoutez, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de travailler sur la base du simple fait que vous le soupçonnez d'avoir été à l'origine de faits infractionnels. Donc, tant qu'il n'est pas établi la responsabilité de cette personne, je pense que la présomption d'innocence lui accorde le droit de pouvoir continuer à travailler, le droit de pouvoir vivre normalement. Cyril Ben-Simon, Le Monde. Mais de fait, Alassane Ouattara n'est-il pas prisonnier de ceux qui l'ont amené au pouvoir il y a 3 ans et qui restent finalement ses principaux protecteurs en tant que militaire? Non, la Côte d'Ivoire a aujourd'hui une armée unifiée. Il y a, vous le savez, des anciens des forces de défense et de sécurité qui occupent également de très hauts postes dans cette armée. Rien n'exclut que ceux-ci soient indexés dans les faits qui sont survenus. Mais je dis, nous partons du principe qu'ils sont tous innocents, jusqu'à preuve de contraire. Présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Donc pour l'instant, tout le monde travaille aux côtés du président de la République et qui, je puis vous le dire, tient la main. Il est le ministre de la Défense. Donc il n'est pas prisonnier. Justement, le ministre de la Défense, on l'a entendu tenir des propos à l'égard des exilés, demandant qu'ils rentrent, qu'ils reviennent éventuellement réintégrer l'armée, etc., et leur garantir le fait qu'ils ne seraient pas inquiétés. Est-ce que ça, en soi, vous comprenez que ce soit éventuellement un peu choquant de savoir que d'emblée, on leur garantit... cette amnistie. En fait, c'est ça qu'on appelle l'impunité. Non, je pense que c'est une question d'interprétation des propos des autorités ivoiriennes. Nous avons dit que dans l'esprit de la réconciliation, ceux qui étaient en exil pouvaient rentrer sans craindre d'être arrêtés. Parce qu'au début de la crise, la première réaction, c'était l'arrestation, donc la détention. Aujourd'hui, nous disons qu'il est possible de faire des enquêtes sans que les personnes ne soient mises aux arrêts. Et c'est ce que nous leur avons garanti. Et c'est d'ailleurs pas la première fois au monde où on fait des investigations sans arrêter quelqu'un. Lorsque nous serions en phase de jugement, que les décisions seront rendues, celles qui seront reconnues coupables purgeront leur peine, sauf si elles bénéficient par la suite de mesures de grâce. Mais pour l'instant, on ne peut pas vouloir la réconciliation et procéder à l'arrestation systématique de ceux qui reviennent pour répondre. Ils reviennent pour répondre aussi des faits qui leur sont reprochés, mais avec une certitude, disons qu'ils pourront librement s'exprimer et sans être sous un mandat de dépôt. La réconciliation, elle suppose que les populations oublient l'envie de vengeance. Est-ce que si vous repoussez les arrestations indéfiniment pour motif de réconciliation, vous ne risquez pas d'obtenir le contraire? C'est-à-dire que l'impunité, finalement, fasse que certaines catégories de la population, parmi les victimes, trouvent que la situation est intolérable? Non, nous n'avons pas invité les populations ivoiriennes à oublier. C'est un devoir de mémoire que de nous souvenir de ce qui est advenu. Ce que nous avons demandé, c'est le pardon. Le pardon, il vient après, bien sûr, que l'on ait clairement établi ce qui s'est passé. Et c'est à cela que nous nous attelons. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu
que nous sommes pour la réconciliation, mais d'abord, il faudrait qu'il y ait justice. C'est pourquoi la justice continue. Autrement, le gouvernement ivoirien aurait pu prendre une loi d'amnistie, balayer tous les événements qui se sont produits, et puis on n'en parlait plus. On n'est pas dans une amnistie de fait où les forces s'équilibrent des deux côtés pour éviter... Non, pas du tout. Il n'y a pas d'amnistie. Il y a des poursuites. Il y a des personnes qui sont encore en détention. Il y en a qui ont bénéficié de la liberté provisoire. Il y en a qui répondent devant les juges. Certains de ceux qui sont entrés répondent aux convocations des magistrats. Vous pourrez le vérifier quand vous regardez les ténors qui sont rentrés. Ils vont devant les juges pour s'expliquer. C'est donc dire que la justice continue son œuvre, mais dans une atmosphère moins tendue. Mais une cellule d'enquête avait été mise en place après la crise, chargée justement de faire la lumière sur ce qui s'était passé. Celle-ci a vu quand même ses moyens sérieusement réduits. Est-ce que ce n'est pas un indicateur de cette volonté de tourner la page et d'arrêter, de rechercher ce qui s'est réellement passé? Non, non, non. Si vous regardez le texte qui a été pris donc, le 30 décembre 2012 pour reformater la cellule spéciale d'enquête et d'instruction, au contraire, elle a vu donc son personnel s'accroître et ses moyens également. Ils ont 4 officiers de police judiciaire, c'est bien ça? Ils en avaient 20 plus que ça. Ceux qui étaient là ont été accrus ont été augmentés en nombre par l'adjonction au moins d'un procureur de la République adjoint, de sorte que même si le procureur n'est pas présent, que ce soit une autorité de police judiciaire ayant les moyens, ils ont eu du personnel en renfort et ils ont donc le budget qu'il faut pour faire la mission. Quel est le budget justement qui a été alloué à cette commission d'enquête? Et puis vous-même, vous n'étiez pas favorable au maintien? Vous aviez à un moment dit que c'était peut-être plus vraiment une priorité? Non, je ne disais pas que ce n'était pas une priorité. J'indiquais que les circonstances qui avaient prévalu à la mise en place de cette cellule et qui répondaient du fait que la justice était déstructurée à la sortie de la crise. Il n'y avait pas de tribunaux. Il n'y avait pas de commissariat et donc il n'y avait pas de gendarmerie. L'on a dû trier sur le volet des volontaires pour les rassembler en un lieu pour procéder à la collecte des preuves à chaud, puisqu'elles ont vocation à disparaître. Ce qui a été fait. Mais vous savez, avec le temps, les habitudes changent. Il fallait à un moment donné prendre le temps de secouer un peu pour que les choses avancent mieux. On va peut-être le formuler différemment, Monsieur le Ministre, si vous voulez bien. On tourne sans faire de juridisme ou de formalisme autour d'une question. Est-ce que dans votre pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on rappelle qu'après les troubles aux alentours de 3000 morts, il y a la même curiosité de juger les fauteurs de ces troubles, quel que soit le camp auquel ils aient appartenu. C'est un peu ça la question. On a le sentiment, pardon, je reformule une question, on a le sentiment qu'à nouveau, c'est dans le camp vaincu, celui de Gbagbo, que l'on cherche plutôt les responsables de ces troubles. C'est un sentiment, mais vous savez, la justice est téméraire. On se rappelle aussi les grands événements que ce monde a connus après la Seconde Guerre mondiale et autres, les procès de Nuremberg et autres. La justice est téméraire. Ça prend le temps qu'il faut, mais un jour ou l'autre, la justice se fait. C'est inéluctable. 3 ans après, c'est pas trop tard, là? Non, pas du tout, parce que quand vous dites effectivement qu'il y a eu plus de 3000 morts, vous imaginez immédiatement le nombre de témoins, de victimes susceptibles d'être entendus. Et vous connaissez les moyens de notre justice de manière générale. Alors, avec autant de personnes... Vous donnez combien de temps pour aller au bout de ces investigations, alors? Mais nous pensons que la table sera totalement rasée avant les prochaines élections. Donc, il faudrait nécessairement que nous y parvenions pour que les prochaines élections donc, se passent avec une page totalement tournée. Et en 18 mois, en 18 mois, vous pensez pouvoir faire plus que vous n'avez fait en 2-3 ans? Les circonstances ne sont pas les mêmes. Nous pouvons faire plus. Et nous prenons aussi le bénéfice de ce qui a déjà été fait. Nous ne venons pas recommencer. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque temps, lorsque nous venions, il y avait très peu de dossiers en état d'être jugés. Aujourd'hui, je peux vous dire que la majorité des dossiers sont prêts à être jugés. Certains en correctionnel, d'autres aux assises. Et j'ai le bonheur de vous dire qu'on a commencé les assises en Côte d'Ivoire, ce qui n'avait pas eu lieu déjà depuis plusieurs années. Donc, il y a une volonté manifeste d'aller de l'avant. Et nous y travaillons et nous pouvons vous dire que d'ici peu, nous aurons jugé tous les dossiers.
de la crise post-électorale. Votre ministère est doté de suffisamment de moyens. Vous avez quelle part du PIB est alloué du budget est alloué à la défense, à la justice? À la justice. Aujourd'hui, nous sommes à quasiment 0,97%. C'est pas beaucoup. 1%, c'est pas beaucoup. Mais nous faisons avec le peu que nous avons parce que nous ne manquons pas aussi d'ingéniosité. Et donc, nous poussons la barque comme nous le pouvons. Mais ça ne démontre pas un énorme effort. Ça devrait être une priorité, la justice et la réconciliation. Le budget de la défense, justement, c'est à peu près 1,6%. Oui, mais écoutez, vous savez, quand on sort de crise, les priorités sont différentes. Quand vous sortez de crise où les hôpitaux, les écoles, les universités, le pouvoir d'achat, l'économie de manière générale est totalement ébranlée, je veux bien parler de justice, mais je préfère faire la justice pour des gens vivants, en bonne santé, ayant bien mangé, ayant du travail. Donc les priorités font qu'en l'État, nous avons fait 2012 l'année des écoles, 2013 l'année de la santé, au fur et à mesure. Et quand l'année de la justice alors? Puisqu'il y a quelques jours, vous étiez à Genève devant le Conseil des droits de l'homme, et l'un des ambassadeurs sur place vous a accusé la Côte d'Ivoire d'entretenir une culture de l'impunité. Mais je le laisse responsable de ses propos. Vous savez, c'est facile de critiquer. Mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas dire aujourd'hui que les autorités ivoiriennes ne font pas le nécessaire pour atteindre l'état de droit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre rapport à l'EPU a été adopté. Je voulais indiquer qu'il y a eu quand même 87 États qui sont intervenus après notre rapport. C'est dire tout l'intérêt que les gens portent à la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas surprenant quand nous savons quelle est notre position. Nous sommes quelque part une locomotive. Quand ça va bien en Côte d'Ivoire, ça va bien dans la sous-région. Et c'est normal qu'on nous en demande plus parce qu'on sait que nous avons la capacité de faire davantage. Et nous allons faire davantage. Nous allons faire davantage, mais je l'ai dit, il fallait pour nous soigner d'abord les enfants, les femmes, trouver des écoles, des salles de classe pour les enfants. Tout cela a été détérioré. Aujourd'hui, nous avons eu déjà une augmentation du budget par rapport à l'année dernière. Il nous est permis de penser que l'année d'après, nous aurons encore un plus parce que les soucis primordiaux auront réduit et donc la justice sera encore mieux équipée pour travailler. C'est une question de moyens qui fait par exemple que vous acceptez que Charles Blé Goudé soit jugé à La Haye. Qui était le partisan, rappelons-le, qui était le chef de ce qu'on appelait les jeunes patriotes, une sorte de milice pro-Gbagbo, on peut le rappeler. Celui qu'on appelait le général de la rue. Donc non, lui non, est jugé. C'est pas une question de moyens, c'est une question de procédure. Je voudrais indiquer que Charles Blé Goudé a été poursuivi par la CPI avant la Côte d'Ivoire. C'est vrai que n'étant pas en détention à cette époque, étant hors de la Côte d'Ivoire, le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale en 2011 n'avait pu être exécuté. Et en 2012, l'État de Côte d'Ivoire a lancé un mandat d'arrêt contre Charles Blé Goudé, qui a été appréhendé donc en fin d'année 2012. Et donc nous avons eu le temps de faire notre procédure. La justice internationale, qui avait également émis un mandat d'arrêt contre lui, a souhaité avoir l'opportunité de faire ces poursuites. Évidemment, ce ne sont pas deux poursuites antagonistes. Les deux peuvent se faire. Nous continuons de le poursuivre en Côte d'Ivoire. Nous avons simplement permis à la CPI donc, de faire également sa procédure. Et si à un moment donné, il est nécessaire que nous fusionnons la décision de le juger, nous le ferons. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que cette décision de laisser Charles Blé Goudé juger à La Haye met en péril la réconciliation? Je ne crois pas, parce que Charles Blé Goudé a été transféré à La Haye. Il n'y a pas eu de soulèvement populaire en Côte d'Ivoire. Donc je pense que la réconciliation continue son chemin sans Blé Goudé. Alors, nous parlerons longuement de cette Cour pénale internationale, du fait que l'ancien président Gbagbo y comparaisse. Actuellement, il est le seul ancien chef d'État à comparaître devant cette justice à La Haye. Beaucoup de questions sur également la situation de Simone Gbagbo. On vous retrouve dans un instant, Gnanema Coulibaly, ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, après ce point d'information sur les antennes de RFI et sur celles de TV5 Monde.
Retour à International, RFI, TV5 Monde avec le quotidien français Le Monde. L'invité aujourd'hui est Gnema Coulibaly, ministre ivoirien de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Avant cette pause d'actualité, nous évoquions la justice que vous estimez en train de se reconstruire en Côte d'Ivoire, mais le fait que ce soit à La Haye, à la Cour pénale internationale, que se passent des choses importantes. Et notamment le fait qu'il soit actuellement jugé l'ancien président qui a perdu dans le processus électoral, donc Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est le bon endroit? On dit que c'est, je vous ai posé la question à plusieurs reprises, cette justice des vainqueurs qui sera à l'œuvre à La Haye. En tout cas, est-ce que ce n'est pas un processus trop long qui risque à nouveau de ne pas éclaircir la situation avant la prochaine élection présidentielle dans 18 mois? Non, mais je vous ai dit tantôt que, quoique votre impatience soit justifiée, l'œuvre de justice est une œuvre délicate. Vous savez, pouvoir dire que quelqu'un est responsable d'une situation, il faut s'assurer d'avoir fait les investigations nécessaires. Généralement, les procès les plus compliqués, comme ceux qui sont consécutifs à de telles crises, prennent du temps. Vous pensez que 3 ans, c'est beaucoup, mais comme je vous l'ai rappelé, dans certains cas, les procès ont duré des décennies. Et aujourd'hui, nous en sommes encore à régler la question du Rwanda. C'était en 1994. Certains sont aujourd'hui poursuivis devant les juridictions françaises, 20 ans après. Donc, c'est vrai qu'il y a détention, et en toute chose, la détention doit être une exception. Mais je suis conscient, je suis convaincu que les magistrats de la Cour pénale internationale ont hautement conscience de cela. C'est le bon endroit pour le juger? C'était pas plutôt à la justice ivoirienne de le faire? Vous auriez encore taxé ces juges à l'occasion d'avoir fait preuve de partialité ou de militantisme. Nous pensons que la neutralité de la Cour pénale internationale est une garantie de bonne justice aussi pour lui. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore s'il y aura un procès de Laurent Gbagbo, puisqu'on attend toujours l'audience de confirmation des charges. S'il venait à être libéré, qu'est-ce que vous allez faire C'est une décision de justice qui émane d'une juridiction et qui n'est pas forcément celle qui devrait être imposée à la Côte d'Ivoire. Nous avons des chefs d'inculpation pour lesquels nous le poursuivons, qui ne sont pas forcément ceux crimes contre l'humanité, viol, etc. Donc, ça, c'est des infractions que nous poursuivons en commun. Mais il y a d'autres infractions. Les délits financiers. Les délits financiers chez nous. Donc, si la CPI venait à estimer qu'ils n'étaient pas coupables des faits qui sont de leur compétence, il reste que chez nous, il est poursuivi pour des faits qui sont différents. Donc, nous avons le loisir de continuer nos procédures pour déboucher. Donc, il est poursuivi par 2 juridictions, par la Cour pénale internationale et par la justice de votre pays? Non, en l'état, nous avons cédé la compétence à la Cour pénale internationale. Mais ce n'est pas une renonciation définitive. Bien. Est-ce que vous ne faites pas une justice à la carte? Par exemple, vous envoyez Charles Blé Goudet et Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet, l'ancien leader des Jeunes Patriotes, et Laurent Gbagbo à La Haye, et puis vous décidez finalement que Simone Gbagbo, qui est elle aussi poursuivie pour des faits similaires, l'ex-première dame, finalement vous décidez de la juger en Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez motiver une telle décision? C'est ou tout ou rien. Ah non, c'est pas comme ça. La justice, c'est pas un package. Qu'est-ce qui justifie la que justice, Simone la responsabilité est personnelle. Oui, mais la Cour pénale internationale est une justice de substitution. Gbagbo reste en ce moment même en Côte d'Ivoire. Pour Simone Gbagbo, nous avons été les premiers à la poursuivre. Nous continuons les procédures. Et donc, pour l'instant, nous voudrons épuiser notre compétence. Lorsque nous aurions fini nos procédures, nous aviserons. C'est ce que nous avons dit. Je vous ai bien expliqué que dans le cas de Blé Goudet, c'est d'abord la CPI qui a lancé le premier mandat d'arrêt, tout comme Laurent Gbagbo. Donc, dans la chronologie des faits, ce sont les premières personnes sollicitées qui y sont pour l'instant. Et nous disons que nous avons également engagé une procédure contre Simone Gbagbo avant que la CPI ne la poursuive. Autant dans la logique de leur poursuite antérieure, ils ont bénéficié de la possibilité de continuer, autant dans la même logique de notre poursuite antérieure, nous souhaitons bénéficier de la possibilité de la poursuite. Elle est actuellement sous écrou, en résidence surveillée. Qu'est-ce qu'elle risque au juste? On sait que votre pays ne pratique pas la peine de mort, même si elle figure encore dans les textes. Qu'est-ce que risque l'ex-première dame? Vous n'imaginez pas la Côte d'Ivoire en train de décider de faire passer l'ex-première dame au poteau, ce n'est pas dans notre culture. C'est bien pourquoi je précise. Voilà. Le maximum de la peine, c'est la peine à vie. Donc, la réclusion à perpétuité. Non, pas de réclusion à perpétuité, l'emprisonnement à vie. Parce que la réclusion à perpétuité suppose que vous allez aller faire des efforts physiques au cours de votre détention.
Or, l'emprisonnement à vie, eh bien, vous restez en prison, tout simplement. Donc c'est ce qu'elle risque. C'est ce qu'elle risque si les faits qui lui sont reprochés sont avérés dans la nature de ceux qui débouchent sur telle condamnation. Il peut se trouver qu'à la fin de l'enquête, qu'elle ne soit pas retenue dans les liens de la prévention pour les faits criminels qui déterminent donc une telle peine d'emprisonnement, mais pour des faits délictuels qui déterminent autre peine d'emprisonnement, donc les délits économiques qui peuvent aussi donner lieu jusqu'à 20 ans d'emprisonnement lorsque les faits sont avérés et que leur préjudice est supérieur à 110 millions de francs CFA. Est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de garder un certain nombre de personnes en Côte d'Ivoire, d'anciens proches de Laurent Gbagbo, pour mieux les amnistier avec les élections qui arrivent pour 2015? Ce serait un symbole de réconciliation qui serait donné. Est-ce que vous n'êtes pas en train finalement de garder cette carte sous le coude actuellement? Non, l'amnistie ne suppose pas que vous soyez déjà détenu. L'amnistie se prend, c'est une loi qui est prise. Vous pouvez être libre, poursuivi et être amnistié. Bon. Dans le cas de ceux qui sont aujourd'hui poursuivis, je ne pense pas que nous débouchons sur une amnistie. Je reste persuadé que la volonté du président de la République de ne pas favoriser la répétition de ce qui est advenu va déboucher sur le fait que ces personnes-là soient jugées, condamnées ou libérées, mais jugées. C'est ça qui est le plus important. Pour que l'histoire, notre histoire commune, à un moment donné, soit figée et qu'à tout moment, il n'y ait plus de discussion sur ce passé. Si dans les mois qui viennent, la Cour pénale internationale lance des mandats d'arrêt contre des personnes qui sont dans l'entourage d'Alassane Ouattara, par exemple dans la garde républicaine, des gens qui participaient aux exactions commises du temps des forces nouvelles. Est-ce que vous pensez que le pays enverra ces personnes devant la CPI, comme ça a été fait pour Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo? Vous savez, en matière de justice, comparaison n'est pas raison. Mais s'il s'avère que des mandats ou des demandes d'arrestation sont exprimées, si elles arrivent au moment où nous avions déjà commencé nos poursuites, nous parlerions dans le même cas que Mme Simone Gbagbo. Si elles arrivent au moment où... Mais je vous dis qu'elles sont poursuivies devant les juridictions ivoiriennes. Permettez que je ne les cite pas. Qui est poursuivi? Je ne peux pas les citer. C'est ça la difficulté de l'instruction. Mais des personnes sont poursuivies devant les juridictions ivoiriennes. Peut-être qu'il y en a eu qui sont passés sur la place publique. D'accord, mais là, vous savez que certains sont poursuivis. Donc il est possible que d'ici les élections, des personnages importants, d'anciens commandants de zone, soient déférés devant la justice? Non, nous aviserons. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je dis que si les demandes sont formulées, nous les examinerons. S'il y a des raisons qui militent en faveur de la cession de notre compétence, nous le ferons. S'il n'y a pas de raison qui milite en faveur de notre cession de compétences, eh bien, nous l'exprimerons à la Cour pénale internationale. Justement, dans un récent entretien au quotidien Fraternité Matin, Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale, et qui a longtemps été le chef des Forces Nouvelles, de la rébellion des Forces Nouvelles, qui avait après donné appui au président Ouattara, s'est dit certain de ne pas pouvoir être visé par la Cour pénale internationale. Selon vous, qu'est-ce qui le rend aussi serein? Mais c'est qu'il doit être conscient de n'avoir rien fait qui puisse militer en faveur donc, de sa présence dans cette juridiction. Vous savez, la Cour pénale internationale a quand même un champ de compétences bien déterminé. Donc, le statut de Rome détermine les raisons pour lesquelles la Cour pénale internationale peut s'intéresser à une personne. S'il estime ne pas être dans ce champ, eh bien, il a le droit de dire qu'il n'est pas du tout inquiété. C'est comme si on vous dit aujourd'hui, M. Ben Simon, vous risquez d'aller à la Cour pénale internationale. Mais il n'y a rien fait qui puisse le justifier. Vous garderez votre sérénité. Mais ça veut dire aussi à tout le moins qu'il n'est pas inquiété par les autorités en place. En Côte d'Ivoire, non, il n'est pas poursuivi en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait l'objet de poursuites en Côte d'Ivoire. Après l'installation donc à la présidence d'Alassane Ouattara, avec le soutien de la France, on peut le rappeler, on a eu peut-être l'espoir ou le sentiment de la fin de l'histoire, d'une réconciliation qui était en marche. Or, l'ancien président Gbagbo ne manque pas de soutien. Son fils sur place, Michel Gbagbo, harangue les troupes en parlant, je cite, d'une dictature en place. Est-ce que un scénario n'est pas à l'œuvre pour que dans un an et demi, lors de la présidentielle, on revive au fond des troubles, une déstabilisation, comme l'a connu votre pays pour la précédente élection présidentielle?
Alors, je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Quand vous dites que le président Alassane Ouattara a été installé avec l'aide de la France, je pense qu'on s'hasarde. C'est l'opération Licorne, affiliée à l'ONUCI, et l'ONUCI ayant reçu mandat donc de protéger les populations ivoiriennes pendant la période de la crise, qui a donc intervenu dans ce sens. Monsieur le ministre, lorsqu'on revoit les images, on peut quand même avoir le sentiment que la France a joué un rôle. Je maintiens ce que je dis et je comprends parfaitement que vous ayez cette lecture. Voilà, mais un rôle dans un ensemble, il ne faut pas indexer la France comme ayant sur la question, monsieur le ministre, que je vous pose, sur la question que je vous pose, est-ce qu'on n'a pas tous les éléments pour revivre au fond l'instabilité qu'on a connue sur la précédente élection dans un an et demi avec à nouveau le camp Gbagbo qui garde des soutiens, qui n'est pas complètement désarmé? Non, non, je ne pense pas que nous allions dans un tel cas de figure. Vous savez, comme je vous le disais en off, le président a tenu à ce que ces élections soient organisées à l'échéance constitutionnelle prévue pour que la Côte d'Ivoire reparte dans la normalité et que nous atteignions l'émergence en 2020. Vous nous confirmez bien sûr que Alassane Ouattara sera candidat à l'élection présidentielle dans un an et demi? Ben, rien ne lui interdit d'être candidat. Il l'a déjà annoncé. Il annoncera par lui-même au moment opportun. Je vous pose la question, monsieur le ministre, parce que vous allez encore dire que c'est une vision faussée de journaliste, mais un certain nombre d'informations ou de rumeurs circulent sur l'état de santé du président Ouattara. Rien ne l'empêche de se porte très bien. Et donc, rien ne l'empêche, en tant que bien portant, de pouvoir, et jouissant de tous ses droits, de pouvoir être à nouveau candidat. Et je pense que les Ivoiriens le souhaitent. Hein. Pour la plupart des Ivoiriens... Il n'est pas diminué par la maladie, il est en pleine forme pour vous. Il est en pleine forme, il travaille comme nous l'avons toujours connu. Et je dois avouer également que quand vous regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, vous devez savoir qu'il a beaucoup donné en très peu de temps. Et qu'il serait plutôt intéressant que l'on lui permette donc de continuer cette œuvre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un chantier, c'est des gros efforts pour que les Ivoiriens se sentent plus à l'aise. Il y a déjà un autre candidat déclaré à la présidence, c'est l'ancien chef de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, qui a créé son propre parti. Donc pour qu'il n'y ait pas de confusion, il porte le même nom que vous, mais ce n'est pas vous, naturellement. Bien sûr, bien sûr. Et donc Mamadou Koulibaly a déjà des réserves sur la façon dont s'emmanche le prochain scrutin, notamment la constitution de la commission électorale, qu'il estime déjà pas en mesure d'être indépendante. Qu'est-ce que vous répondez à ces questions? Il a aussi beaucoup d'inquiétudes sur le climat sécuritaire et le problème de circulation des armes, etc. dans le pays. Vous savez, cette commission électorale indépendante que nous proposons a été mise en place sur la base donc, de recommandations de certains spécialistes des élections, comme le NDI, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont fait des études, qui ont regardé. Nous avons essayé de répondre. Si vous regardez, c'est une question de chiffres. Voilà. C'est un problème de répartition, surtout. On a bien vu lors des précédentes élections à quel point la commission électorale a suscité un problème dans ces élections. Et là, vous êtes en train de faire une commission électorale qui sera plus favorable au gouvernement. Non, je suis désolé, M. Ben Simon, j'étais membre de la commission, j'en étais le vice-président. Nous avons travaillé de manière consciencieuse et jusqu'à la dernière minute. Les résultats que nous avons compilés. Vous savez, dans ce processus électoral, ce que l'on oublie souvent, c'est qu'il y avait 3 PV sur chaque résultat. Et lorsque nous recevions les nôtres, l'ONUCI recevait le sien et donc le facilitateur recevait le sien. Donc il y avait 3 exemplaires identiques des mêmes résultats. Nous les avons compilés et au moment où ceux donc du camp Gbagbo s'étaient rendus compte que les résultats n'étaient pas à leur faveur. Vous avez vu à la télévision, cette image ils ont empêché la proclamation. C'est de là que le problème est parti. C'est ce geste fait à la face de la nation et de la communauté internationale qui a enclenché un processus de doute. Sinon, la Commission a travaillé en toute sérénité jusqu'à la dernière minute. Mais la prochaine, elle risque d'être un peu déséquilibrée, d'après... Elle n'est pas déséquilibrée. C'est ce que dit déjà le candidat de l'opposition déclaré. Je vous dis que si on va dans le sens de ce que l'AFD a dit, ils veulent 16 membres. Bon, généralement, une telle commission doit avoir un chiffre impair pour qu'en cas d'équilibre de vote, qu'il y ait donc possibilité de trancher. Donc 16 membres, le chiffre n'est pas très bon. Si nous prenons 15 membres,
quelle est la différence entre 13 et 15? Voilà, il n'y a que 2 membres. Qu'on dise on veut 4 à l'opposition, même si vous leur en donnez 10 aujourd'hui, ce n'est pas sûr qu'ils puissent être d'accord même dans la désignation des 10. Donc je pense qu'on crée un faux problème pour cacher un réel problème. Le temps qu'eux-mêmes se mettent d'accord sur leur capacité donc, de désigner leurs représentants. Si vous en dites 10, ils sont plus de 27 partis. Comment ils font? Mais l'un des principaux enjeux de ces élections, ça va être la participation notamment du Front populaire ivoirien, le parti fondé par Laurent Gbagbo. Est-ce que vous imaginez qu'il puisse aller à ces élections s'il estime que les règles du jeu sont faussées dès le départ et que cette commission électorale lui sera défavorable? Est-ce que pour la réintégration dans le jeu politique de l'opposition, est-ce que vous n'allez pas devoir finalement faire quelques concessions et offrir une commission électorale beaucoup plus équilibrée? Moi, je vous ai dit que je pense que la commission est équilibrée. Et maintenant, il reste qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un d'aller à des élections. Et même si vous réglez ce problème, il peut en surgir un autre. Et si vous tenez à régler tous les problèmes avant d'aller aux élections, vous risquez de ne pas aller aux élections. Donc, je pense, si moi j'étais de leur bord, j'aurais dit, allons aux élections. C'est le souhait en tout cas du gouvernement, évidemment, parce que si les élections se faisaient sans opposition, évidemment, ça posera un réel problème. Il y a eu le boycott, ça n'a pas débouché sur la guerre en 2002. En 2000, il y a eu le boycott de certains partis donc, pendant ces élections. Vous savez qu'il y en a qui ont été déclassés et donc qui n'ont pas participé à l'élection. Ça a débouché sur des crises graves. C'est venu plus tard, mais je veux dire qu'on peut faire des élections avec ceux qui sont partants pour les élections. L'idéal, c'est que tout le monde y prenne part. Mais on ne peut pas vouloir répondre à tous les desiderata de quelqu'un avant qu'on aille aux élections. Ce serait une dictature d'une minorité sur la majorité. Au-delà de ce côté institutionnel, bien qu'important, il y a aussi le problème, il y a des craintes liées à l'état du pays, à la possibilité de voir certains munis d'armes. On parle des dozos, qui sont ces chasseurs traditionnels qui disposent d'armes et qui ont l'air d'être assez laissés à eux-mêmes en l'état actuel. Ça a été mentionné de même par l'opposition. Ce genre de problème, de risque, de facteur d'insécurité, est-ce que vous pensez que le pays aujourd'hui est assez pacifié? On voit qu'il y a une levée de l'embargo sur les armes légères. Est-ce que ce n'est pas un risque aujourd'hui de voir rentrer encore des quantités d'armes qui pourraient circuler de façon dangereuse en Côte d'Ivoire à la veille d'un scrutin sensible? Non, soyez rassurée, Madame Malibo, la Côte d'Ivoire est bien gouvernée aujourd'hui. Je pense que quand l'État a des bases saines, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Ces chasseurs traditionnels auxquels vous faites allusion, nous travaillons. Ils sont quelques 60 milliers. Oui, mais c'est vrai qu'au moment, au plus fort de la crise, il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, naturellement, l'État travaille à réduire autant le plus possible leur implication dans la sécurité. Qu'est-ce qu'il aurait proposé pour... de quelle façon l'État travaille à ce sujet? Mais en fait, les chasseurs traditionnels, ce n'est pas un travail. Pour ceux qui connaissent la culture des dozos, ce sont des activités comme vous et moi nous pourrions les faire, aller à la pêche, aller à la chasse. Ça vient après votre travail de tous les jours. Donc, normalement... Mais ils sont armés et il y a eu des dérives de masse. Oui, vous pouvez... Un chasseur est forcément armé. Aujourd'hui, beaucoup sont armés Kalachnikov et en fait, le principal problème, c'est que ces gens demandent en quelque sorte un salaire pour service rendu. Oui, mais si la démobilisation les prend en compte, donc tous ceux qui font l'objet de démobilisation, ce sont ceux qui ont combattu. Aujourd'hui, je peux vous dire que par rapport à notre planning, en fin 2014, nous devrions avoir démobilisé tous ceux qui sont enregistrés. Nous travaillons avec les institutions financières dans le sens d'avoir les moyens, parce qu'en 2013, on a fait un grand bond, près de 27 000 démobilisés. Et nous pensons pouvoir achever cela parce que nous sommes globalement autour de 65 à 70 000 à démobiliser. Et le président tient à ce qu'il y ait une démobilisation totale à la fin de l'année 2014 pour que nous entrions en 2015 avec le moins d'armes possible en Côte d'Ivoire. Alors, il y a encore minimum 30 000 hommes à démobiliser. Oui.
Un regard sur la région, avec des crises à vos frontières. Il y a eu la République centrafricaine avec les réfugiés, ou le Mali qui a été menacé par le djihad. Comment avez-vous réagi face notamment au risque de division du Mali? Quel rôle diplomatique pouvez-vous jouer, ou êtes-vous en mesure de jouer aujourd'hui? Écoutez, le président de la République de Côte d'Ivoire, au moment du déclenchement de la crise au Mali, était le président en exercice de la CEDEAO. Il a été le premier à réclamer immédiatement le rétablissement donc, de l'unité du pays et à solliciter toutes les forces internationales pour venir au secours du Mali. Vous avez entendu ces déclarations au début, et je pense que c'est cette fermeté dont il a fait preuve qui a permis donc au Mali de ne pas connaître cet éclatement. Aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'éclatement entre le nord et le sud. Il y a quelques poches de résistance dans certaines localités, mais la France, la Côte d'Ivoire, qui a aussi des troupes là-bas, et les autres États qui ont des troupes, travaillent à faire reculer au maximum cela. C'est un instinct de... Cette menace est éradiquée aujourd'hui au Mali pour vous? À presque 90%. On ne peut pas dire que c'est à 100%, parce que vous savez, comme je dis, il y a toujours des radicaux dans des mouvements qui n'ont pas les mêmes préoccupations que les autres. Hein. Donc, ils continuent des velléités d'attaque, on voit des bombes qui explosent vers les camps militaires français, ceci, cela. Mais par rapport à ce que nous avions vu en mars 2012 et aujourd'hui, où on coupait les bras, les jambes, on fouettait, c'est plus du tout le même cas. Est-ce que vous pensez, comme certains, que le président Ibrahim Boubacar Keïta met trop de temps à engager le processus de réconciliation avec les groupes armés du Nord? C'est la même chose que dans le cas de la Côte d'Ivoire. Vous savez, mettre trop de temps, c'est toujours prendre l'appréciation par un bout. Or, les problèmes sont profonds. Pour ceux qui connaissent un peu le Mali, je sais que vous avez fait plusieurs reportages, quand vous alliez... Dans la mémoire de nos confrères assassinés. Quand vous allez dans ces zones du Nord, vous comprenez qu'il y a réellement des problèmes et qu'il faut prendre le temps de les résoudre. Mais est-ce qu'il y a une volonté de discuter? Mais oui, puisqu'il vient de nommer un ministre chargé de la réconciliation, qui est l'ancien Premier ministre Keïta. Donc, le fait de mettre cette institution en place démontre son intention donc, de trouver une solution au problème. Et il a été aussi au Nord dès qu'il est arrivé au pouvoir. Je pense que ce sont des démarches qui doivent aller dans le sens donc, de la réconciliation au Mali. Sur la situation de la République centrafricaine, qui est également menacée d'effondrement, pourrait-on dire, une situation assez tragique, vous avez des réfugiés, quel rôle éventuellement diplomatique ou militaire la Côte d'Ivoire, même question, serait-elle et est-elle en mesure de jouer aujourd'hui? Diplomatiquement, le président de la République et l'ensemble des institutions ivoiriennes participent à divers niveaux, aux différents sommets et réunions, à l'Union africaine, à la recherche de solutions pour la Centrafrique. Nous souhaitons vivement, compte tenu de notre passé récent, que ce pays frère sorte rapidement de ce cycle qui est totalement déplorable. Et nous savons aussi, nous nous souvenons que la Côte d'Ivoire a déjà été à troupes armées en Centrafrique. Et donc, si nous étions sollicités et que nous disposions des patrouilles nécessaires, nous les enverrions également en Centrafrique, comme les autres frères africains du Burundi et autres sont venus à notre rescousse lors de la difficulté de notre pays. Vous seriez prêt éventuellement à envoyer des casques bleus si vous étiez sollicité? Vous seriez prêt à envoyer des hommes pour participer à une opération de maintien de la paix en Centrafrique? Je ne suis pas celui qui le décide, mais je pense que le président de la République, vu son esprit, ne serait pas contre la possibilité d'assister utilement des frères pour sortir de crise. Même si cela avait laissé quelques souvenirs amers, la participation de soldats ivoiriens en Centrafrique, ce sont ces mêmes soldats qui étaient revenus et qui s'étaient révoltés en 99 contre le président Bédié. Oui, mais M. Ben-Simon, à chaque jour suffit sa peine. La gestion 99 de la Côte d'Ivoire n'est pas la gestion 2014. Nous pensons que... Et puis, la bêtise vient du fait que vous répétiez les mêmes erreurs. Aujourd'hui, nous avons déjà eu l'expérience, nous avons tiré les leçons, nous ferons en sorte que cela ne se reproduise pas.
Merci Guillaume Koulibaly, ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, ministre également des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, pour ce tour d'horizon de la reconstruction, on peut dire, de votre pays. Nous suivrons avec beaucoup d'attention ces prochains mois, même si votre pays a pratiquement disparu de la scène internationale. On l'a vu dans ce flash. C'est plutôt rassurant pour vous? Oui, c'est très rassurant. Vous savez que les journalistes ont ce goût pour le croustillant. Bon. S'il n'y a plus de problème, on oublie la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre. Merci en tout cas. Nous suivrons ces prochaines élections avec beaucoup d'attention dans un an et demi. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans tout juste une semaine. Excellente suite de programmes sur les différentes antennes qui nous relaient.